Salut tout le monde, bienvenue au podcast Richesse et Liberté. Écoute, aujourd'hui, je reçois un grand homme qui a prouvé que la science puis la business font un duo incroyable. PhD de l'Université de Laval, si je me trompe pas, le président d'Enviro Expert, il est l'homme que les investisseurs appellent justement pour sécuriser quoi? Leurs millions de dollars avant de faire l'investissement. Docteur Rabi Saad, bienvenue au podcast Richesse et Liberté. Merci, Jeff. Merci pour l'invitation. Hey, monsieur Saad, là, aujourd'hui, moi, je te connais beaucoup. D'habitude, c'est Docteur Rabi Saad. Monsieur Rabi. Moi, je t'ai toujours appelé Monsieur Rabi. On change pas? Oui, comme tu veux, oui. Ça fait quasiment 20 ans. Quasiment 20 ans. 2012. Oui, 13, 14 ans, oui. 14-15 ans que je t'appelle Monsieur Rabi. C'est fou pareil, hein? Eh bien, Monsieur Rabi Saad, Docteur Rabi Saad, c'est qui, c'est quoi ça? On commence avec ça. C'est qui, Monsieur Rabi? C'est en fait... c'est avant de venir ici ou après de venir au Canada? Entre aujourd'hui puis mec, tu pars d'ici, ça va être le même Monsieur Rabi. Ouais. Mais Monsieur Rabi, il vient d'où, là? T'es-tu arrivé ici? T'sais, pour les auditoires, tu as un accent, t'es libanais. Ouais. T'es-tu du Québec ou t'es arrivé au Québec? Non, je suis arrivé au Québec en l'an 2001. En août parfait. 2001, exactement. Mais avant de venir ici, j'étais prof d'école dans mon pays d'origine, le Liban. Oui. Puis c'est ça, donc le but d'arriver ici, là, c'était quand même d'explorer une nouvelle vie, des nouveaux défis, puis de voir aussi si je peux compléter mes études. Oh, parce que là, tes études n'étaient pas complétées. Non, j'avais quand même, exactement, j'avais une maîtrise en chimie, mais au Liban, il n'y a pas les études supérieures. Donc, tous les étudiants, s'ils veulent faire, pas dans tous les domaines, dans mon domaine, il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas le doctorat en sciences de l'environnement. Donc, c'était une opportunité en fait, mon déplacement ici, c'est pour travailler, mais en même temps aussi pour faire des études. Puis, c'était quoi ta première impression quand tu as débarqué, mettons ta première semaine, ton premier mois au Québec? T'es arrivé t'en rappelles-tu dans quel mois t'es arrivé? Je suis arrivé le 4 août 2001. En août, il faisait beau? Il faisait beau. J'ai pas eu le choc. Non, j'ai pas eu le choc. Le choc hivernal, non. Non, j'ai pas eu le choc hivernal. Non, il faisait beau. J'ai bien profité, en fait, les premières semaines. Mais je te dis, là, le 4 août, je suis arrivé ici. Le 5 août, là, j'ai commencé à chercher un emploi. Parce que là, le 4 août, tu peux pas commencer, en fait, l'université. C'est pour appliquer, disons, à une session, là, c'était temps. C'était pour l'hiver 2005. Donc, le 5 août, j'ai commencé à chercher un emploi. Puis ça, c'est quand même... C'est une expérience. C'est une expérience. J'ai appelé un ami qui travaillait dans un restaurant. J'ai dit, je vais travailler. Il m'a dit, OK, je vais te présenter au propriétaire du restaurant. Je suis allé le voir au centre-ville. Puis là, il m'a dit... pendant l'entrevue, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu faisais au Liban ?» J'ai dit « J'étais prof à l'école. » Mais il m'a dit en fait « Est-ce que tu vas enseigner ici? Qu'est-ce que tu vas faire dans un restaurant ?» Et j'ai dit « Regarde, là, c'est pas diabolique. Là. Tu peux me donner n'importe quel travail, je vais apprendre. » Puis là, il m'a dit « Est-ce que tu travailles dans la cuisine? Est-ce que tu laves de la vaisselle ?» J'ai dit « Mais oui, ça ne dérange pas. Pourquoi pas? » On est capable. On est capable, là. On est capable. Puis en fait, je dis toujours avec toute fierté, mon premier emploi au Canada, c'était dans une cuisine à laver de la vaisselle. Malade. Moi aussi, ça a été mon premier emploi. Ah oui, c'est pas Saint-Martin à Laval. C'était en centre-ville. Puis c'est de là où j'ai commencé. Donc, j'ai commencé, en fait. Puis ensuite, après 3-4 semaines, il a vu comment je travaille. Puis il m'a dit, non, ça, c'est pas, ta place, c'est pas ici. Il m'a donné la gestion du restaurant. Du restaurant, exactement, après 4-5 semaines. C'est quand même assez incroyable que tu es arrivé ici, pas d'emploi. Puis je veux dire, tu sais, c'est important. Tu sais, aujourd'hui, le podcast Richesse et Liberté, c'est d'inspirer les jeunes. Tu sais, il y a des jeunes probablement qui écoutent en ce moment, des jeunes Libanais, jeunes Arabes, qui arrivent, qui arrivent au Canada, peut-être qu'ils tombent sur cette vidéo-là. Puis aujourd'hui, c'est un peu ça parce que
Tu sais, Enviro Expert est à l'international aujourd'hui. Puis on va y aller tantôt, là, on va rebondir là-dessus. Ouais. Mais pour moi, en ce moment, c'est Rabi Saad, TQ, on appelle ça de même. Là, tu sais, TQ qui arrive au Canada, pas de famille, t'es pas venu avec ta femme parce que ta femme, tu l'as rencontré ici au Canada. Exact. Puis là, ben, tu travailles dans un restaurant puis tu fais tes études à temps plein. En fait, là, en attendant la session d'hiver, j'ai commencé un certificat en contrôle de qualité à l'ETS. C'était pendant la session d'automne. Puis la session d'hiver, j'ai commencé une maîtrise, un master à l'Université de Montréal. Oui. Pour toi, là, dans ta vie, ça a toujours été important d'apprendre les connaissances, d'étudier. Oui. Puis est-ce que ça vient de tes parents, ça? Ça vient de... mes deux parents sont des professeurs. Ils étaient des professeurs à l'école. Mais en fait, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est oui, les études aident à forger ton expérience dans la vie. Mais en fait, l'expérience professionnelle ou l'expérience, disons, de business, c'est une expérience tout à fait différente que les études. Mais moi, en fait, mon fils, maintenant, il commence l'université. J'ai dit, regarde, là, va à l'université, finis tes études, puis ensuite, c'est comme un investissement. Tu investis 3-4 ans de ta vie, tu as un diplôme, et là, ensuite, tu commences la vie s'ouvre à toi. C'est ça, la vie s'ouvre à toi, si en business ou dans le domaine que tu as appris à l'université, mais au moins, apprends quelque chose. Tu es parti avec une base. Exact, tu pars avec une base. Puis quand on a des connaissances ou un diplôme, nos capacités de résoudre des problèmes, c'est pas important que ce soit un diplôme universitaire, mais un diplôme, nos, en fait, capacités à résoudre un problème sont, d'après moi, là, ça c'est mon opinion personnelle, on la résout d'une façon différente que un entrepreneur direct qui n'a pas été à l'école, exactement. C'est sûr qu'à part du point de vue technique, quand c'est très technique, là, souvent l'expérience vient compenser les études. Mais c'est vrai que les études, ça nous porte à réflexion. Moi, je suis allé à l'université de soir. Après, moi, j'ai fait 5 ans de cégep, mais 18 cours. Fait que moi, je suis pas un bon bagage scolaire. Là. Je suis pas le bon exemple. Je suis allé de soir à l'université, mais... C'est pas le diplôme qui est intéressant. C'est l'accomplissement aussi. L'accomplissement et aller apprendre quelque chose, oui. Ouais, c'est fou quand même. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi que la base, la base scolaire qu'on offre au Canada, au Québec, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, suite à ça, il faut pas rester dans l'inaction pour si jamais on décide qu'on s'en aille. Même pour, mettons, un de tes employés qui rentre chez vous aujourd'hui, le fait de le voir qu'il veut avancer, est-ce qu'il y a des chances justement de graduer à certains postes intéressants? Ben oui, en fait, il y a différents postes à l'université. Si tu veux parler des postes, pas à l'université, mais à l'entreprise, c'est sûr qu'on peut commencer comme technicien, puis ensuite coordonnateur, chargé de projet, directeur, puis ensuite, s'il est très bon, il va aller dans les ventes, puis il devient directeur général. Donc oui, il y a différents postes. Puis il y a des gens aussi qui, à un moment donné, décident d'aller à leur compte aussi. En moi, c'est-à-dire quand même, tu formes des entrepreneurs. Ouais. Tu formes des entrepreneurs. Donc, ou tu formes des professionnels ou des entrepreneurs. Est-ce qu'on peut dire, quand tu as pris la décision de quitter le Liban pour t'en venir au Québec, au Canada, là, tu as choisi le Québec, là. Oui. Tu aurais pu choisir l'Alberta, mais pourquoi le Québec? Le Québec, c'est parce que, en fait, nous, le Liban, c'est un pays francophone. Oui. Puis Québec aussi, c'est francophone. Plus facile, tu voyais la facilité. Oui, c'est exactement, mais ça m'a pris quand même un certain temps de... j'aime tes chaussures. Merci beaucoup, ils sont malades. Regardez ça, gang. Il me montre ça. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça c'est de la richesse. C'est ça, de la richesse. En fait, ça, c'est les chaussures que j'utilise quand je fais des conférences. Oui, c'est parfait, ça. J'ai commencé à un moment donné parce que j'avais créé Mr. Cash, qui était habillé tout en or. Oui. Puis là, j'ai fait des conférences, puis je restais en habit, puis j'ai gardé mes souliers, puis ça fait parler, hein. Exact. Justement, donne-nous un commentaire. T'aimes-tu mes souliers? Mets-moi ça là, en dessous là, du YouTube. C'est malade. Écoute, Rabi,
souvent, quand tu es arrivé ici, le pays, est-ce qu'il était en instabilité politique ou guerre ou c'était stable à l'époque? Non, c'était stable à l'époque. Dans Ouais. la période où je suis venu ici, c'était stable à l'époque, mais je voulais quand même accomplir quelque chose de Grandiose. de grandiose. Exactement, c'est ça. Parce que tu m'as souvent dit, puis là, je te cite, Oui, tu m'as souvent dit bâtir son succès pour offrir une meilleure vie à sa famille. oui. C'est ce que tu m'as souvent dit, que tu bâtissais ton entreprise pour une meilleure vie pour ta famille. Ma famille ici, Ouais. mais ma famille, je pense qu'ils n'ont pas trop profité, là. Mais c'est ici, là, disons, quand on veut, ben ça, je pense que ça, c'est aussi l'objectif d'un entrepreneur ou de n'importe quel travailleur, là, c'est de vivre en aise, là. À l'aise, oui. À l'aise, exactement. De vivre à l'aise. Donc, oui, c'est... Mais c'est vraiment impressionnant parce que, tu sais, en 2011, tu as fondé ton entreprise, mais juste avant ça, tu étais quand même employé pour le gouvernement fédéral. Exact. Parle-nous un petit peu de ce petit passage-là, parce que tu es passé de employé fédéral à entrepreneur. Ouais. Ça, là, c'est comme... puis là, je dirais pas que les employés fédéraux travaillent moins, c'est pas ça que je veux dire, mais disons que c'est plus relax qu'être entrepreneur. Oui, exactement. Mais en fait, oui, avant de lancer ma première entreprise en 2011, je commençais en fait une maîtrise à l'Université de Montréal que j'ai complétée à l'Université Laval. Puis ensuite, 2008, j'ai terminé mon doctorat. Puis là, après mon doctorat, là, je voulais quand même aller dans... Je voulais pas continuer dans les études parce qu'il y a des postes doc et tout. Donc, j'ai appliqué pour le Conseil national de recherche Canada, l'Institut de recherche en biotechnologie. Puis j'ai été accepté, j'ai fait une entrevue. Ça, c'est une autre histoire de persévérance, si tu veux l'écouter. Comment j'ai accroché ce poste? En fait... c'est quand même travailler avec le Conseil national de recherche Canada, c'était pas de tout repos? C'était pas de tout repos, mais c'était pas aussi c'était pas facile à tout le monde de rentrer au Conseil national de recherche Canada. Ne rentre pas qui veut. Oui, exactement. Donc là, il faut pousser puis avoir un excellent dossier académique. Donc un jour, c'était un vendredi. Je suis allé à l'Institut de recherche en biotechnologie sans aucun rendez-vous. Je voulais rencontrer mon directeur qui est devenu mon superviseur là-bas. Puis la secrétaire en bas m'a dit qu'il est en entrevue et il est en réunion. Il n'est pas disponible. J'ai dit, OK, moi, j'ai tout l'après-midi pour le rencontrer. Elle m'a dit, oui, mais on ne sait pas à quelle heure qu'il termine. J'ai dit, j'ai rien à faire. Ben, il y avait 2 chaises comme ça. On s'assoit. On s'assoit. Puis, en fait, 1 heure plus tard, je suis allé la voir. Est-ce qu'il a terminé sa réunion? Elle m'a dit, je ne sais pas, elle appelle. Puis il dit, non, je suis toujours en réunion. C'est pas vrai. Exactement. J'ai dit, OK, je peux l'attendre encore jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Il est descendu me voir. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait quand même 2 heures, 3 heures que tu m'attends. J'ai dit, ben regarde, là, tu ne perds rien. On va jaser. On va jaser, on va discuter. Là, accueille-moi pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on va jaser. Puis c'est tout. Tout ce que je demande, c'est 10 minutes de ton temps. Puis on a jasé la première fois pendant 1 heure. Wow! 10 minutes à 1 heure. De 1 heure, puis il m'a promis un poste. Et voilà. Et après 1 mois, 2 mois, j'ai eu ce poste-là au Conseil national de recherche Canada. On a développé des nanotechnologies. Oh! Ouais, c'était des projets en collaboration avec la Défense nationale. Tu étais là combien de temps? 3 ans. 3 ans. Pendant 3 ans, oui. Mais là, tu passes de fonctionnaire à entrepreneur. Oui. Ça te faisait pas peur? En fait, ce qui ne risque rien n'a rien. C'est exact. Malade. Ouais, c'est oui, en fait, j'avais quelques craintes, mais tu sais, c'est l'entourage, là. C'est que, par exemple, là, moi, dans mon cas, là, j'avais quand même l'appui de ma femme. Ça, c'est important. Ça, c'est très important, là. Puis, t'avais un peu d'argent de côté. J'avais un peu d'argent de côté. Et là, j'ai dit à ma femme, je décide de lancer à mon compte. Généralement, là,
la réponse d'une femme qui veut stabilité. Mais non, mais tu vois, si tu as un PhD, tu peux avoir un bon poste et tout. Puis elle m'a dit non, lance-toi. Je t'encourage. Wow! Ouais. Amazing! C'est C'est vraiment ça. cool. Enfin, écoute, c'est une belle histoire. Exact. Mais par contre, on le sait que statistiquement, 78,5% des entreprises ne font Ouais. pas un an. Oui. Et je pense que, d'après les statistiques aussi, ils disent que 90% ferment les premiers 5 ans. Donc là, c'est sûr que toi, tu es un entrepreneur, je suis un entrepreneur. C'est pas, maintenant, disons, on parle de richesse et liberté, là, c'est pas le premier jour quand tu deviens entrepreneur. Hein? Tu- C'est ça, tu deviens pas riche. Il y a quand même, il y a des étapes, il y a des échelons. Disons, la première année, là, j'ai pas raté aucun événement. J'étais dans tous les événements, dans tous les BNI. J'ai commencé un petit déjeuner le matin à 6 heures. Je terminais un événement à minuit. Ça, c'est pendant la première année. Donc, c'est pas, en fait, c'est pas, oui, je dirais les premiers 3 ans, c'est pas facile. C'est pas facile et il y a plusieurs étapes aussi. Donc, là, disons, la première année, il faut que tu sois, en fait, que tes émotions, là, il faut que tu gères tes émotions parce qu'il y a beaucoup de hauts et des bas. Un moniteur cardiaque. Exactement. Là, Ça, oui. pour un docteur, ça, c'est un docteur, un moniteur cardiaque. C'est ça. Donc, là, un jour, en fait, je te raconte ça, là, quand j'allais dans des événements, moi, en fait, quand je revenais le lendemain, j'attendais un appel. Ça, c'est à mes débuts c'est-à-dire pour recevoir une bonne commande ou un appel des gens qui devaient rencontrer la veille. La veille, c'était pas ça. Pas de même, ça se passe. Non, c'est pas exactement. La dure réalité. Exactement. La dure réalité, là, c'est il faut quand même il faut être très patient quand tu te lances en affaires. Il faut que tu gères très bien tes émotions et ton stress. Donc là, si tu n'arrives pas à gérer ton stress, tes émotions, ne te lance pas en affaires. Ne te lance pas en affaires. C'est pour cela qu'il y a 80% des compagnies qui ferment. C'est pas par manque de business, c'est pas par manque de marché, c'est par manque de gestion de discipline et gestion du stress et gestion d'émotions. Tu as appris à la dure qu'en vente, c'est lors du 7e contact qu'on reçoit un premier contrat. C'est exactement ça. C'est fou, ça. Oui, la moyenne, c'est ça. Là. Des fois, ça va plus vite, des fois, c'est plus long, mais en moyenne, il faut que tu contactes ton client 7 fois avant de recevoir un contrat. C'est ça, exactement. Donc, c'est pas le premier contact, c'est pas le deuxième. Il faut faire des suivis. Puis aussi, t'es pas seul sur le marché. Il y a des compétiteurs. Donc, comment tu vas te démarquer de la compétition? C'est ça le point. Pourquoi, par exemple, Jeff, quand tu m'as appelé, la première fois en 2012, c'était mon premier projet de contamination avec toi. Mais pourquoi, en fait, Jeff va choisir Enviro Expert pour travailler avec? Comment je peux me démarquer de la compétition? Parce que là, tu travaillais avec d'autres compagnies. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, pourquoi Jeff va choisir Enviro Expert pour travailler avec? C'est là, en fait, c'est là où il faut travailler fort. Ouais. Comment se démarquer? Moi, je dirais que c'est le premier contact en vente, c'est le premier contact humain que tu as avec la personne. Ouais. Si tu sens que la personne est du type humaine et que tu vas avoir une réception quand tu y parles, ouverture d'esprit, moi, c'est ça qui m'avait connecté avec Rabi Saad. Moi, je ne savais pas à l'époque que tu étais un docteur. mais c'est ça, moi, qui avait connecté. C'est exactement ça. En fait, les gens disent qu'en business, c'est un monde de loups, puis c'est un monde difficile, et c'est un monde de... Moi, je dirais, en fait, plus que tu es straight en business, plus que tu vas gagner de la confiance, plus que tu vas gagner de la clientèle. Ouais. C'est pas en faisant de magouilles que tu vas gagner de la clientèle. Ça donne rien. Ça donne rien. Tu peux travailler la première année, la deuxième année, et la troisième année, puis boum, ça va couler. Ça coule. Donc là, plus que tu fais ça straight, plus que tu vas gagner de confiance, plus que tu vas gagner de la clientèle. Comment la rigueur académique que tu as acquis au cours de tes années, aujourd'hui, tu peux dire que tu l'appliques aux sciences de ton entreprise, je vais dire ça comme ça?
Oui, en fait, c'est au début du démarrage de la compagnie que j'ai utilisé en fait, ce que j'ai appris à l'université parce que au début, là, t'as pas de portfolio. T'as pas de clients. T'as pas de clients, t'as pas de portfolio. Et j'ai pas de réseau au début. J'avais pas de réseau au début. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à développer des formations. Puis c'est avec ces formations que j'ai commencé à réseauter. C'est-à-dire, par exemple, j'ai accrédité un cours à l'OSIQ. Puis aussi, je donne à l'OSIQ oui, c'était pour les UFC des courtiers. Ouais. Puis aussi, je donnais un cours à l'école polytechnique. Donc, ça de t'a donné Montréal. une crédibilité. Ça a donné une crédibilité. Des nouveaux contacts. C'est ça, des nouveaux contacts, un nouveau réseau. Puis aussi, je te dis quelque chose là, c'est que ces formations ont été payées. En plus. En plus. Fait que ça te permettait de gagner ta vie. C'est ça, gagner ma vie en faisant des formations, mais aussi, en fait, moi, c'était pas dans le but de gagner ma vie avec les formations, c'est de élargir mon réseau. Mais ça se fait qu'à l'école polytechnique de Montréal, quand je donnais 2 cours, c'était quand même très bien payant, mais c'était pour des ingénieurs qui venaient de différentes compagnies pour, disons, leur unité de formation continue. Puis c'est là où j'ai commencé, c'était en 2012, 2013, 2014, c'est là où j'ai gagné ma crédibilité, puis j'ai bâti mon réseau. Allons un petit peu, on se plonge un petit peu dans le domaine de l'environnement. Souvent, là, le gars d'environnement, là, je vais parler au nom de développeur immobilier. Oui. Vous êtes souvent des deal breakers. OK? Dans le fond, on reçoit votre rapport. Oui. Puis c'est souvent foi de on continue ou on arrête. Ouais. Puis en tant qu'expert, là, tu vois ça, tu vois ce que vraiment les autres ne voient pas. Parce que moi, je ne suis pas un expert en environnement. J'ai beaucoup de connaissances parce que je t'ai côtoyé depuis 20 ans, ben, pratiquement 20 ans, là, de 15 ans. Puis tu vois ce que les investisseurs ne voient pas. Fait que comment, justement, un investisseur te doit de te percevoir comme entrepreneur en environnement? Ça, c'est une très bonne question. En fait, là, il faut vraiment être au milieu là, d'un entrepreneur en environnement et un professionnel en environnement. Okay. Donc là, on a des guides à respecter, on a des standards à respecter, mais aussi, il faut toujours trouver des solutions à l'investisseur, des solutions moins coûteuses. Par exemple, là, je donne un exemple. Si par exemple, là tu as procédé à une évaluation environnementale de site phase 1, puis il y a des risques, tu passes à une phase 2, puis là, avec la phase 2, tu vas arriver, il y a la contamination, tu vas arriver à un coût de décontamination, par exemple, là, de 500 000. Puis tu t'en fous du chiffre, tu pitches ça à ton investisseur, tu dis ça va te coûter 500 000. Mais là, si tu conseilles ton investisseur d'aller vers une phase 3, ça c'est un exemple, de faire plus de forage, ça va coûter quand même un peu plus à l'entrepreneur, mais ça peut sauver son projet. Oui. Ça peut Parce sauver. que là, on va déterminer de façon beaucoup plus rationnelle. Plus rationnelle, c'est ça, le volume, la quantité. Au lieu que ça soit, c'est dans certains cas, au lieu que ça soit 500 000, ça peut arriver à 200 000, puis ça peut rentrer dans les proformas de l'investisseur. Il ne faut pas que tu sois rigide il faut que tu proposes des solutions. Il faut que, là, par exemple, tu magasines des solutions. Si, par exemple, là, il y a des sols baissés qui peuvent rester en place, selon le guide. Pourquoi je vais les excaver puis les envoyer dans ce site de traitement avec des dizaines de milliers de plus? Donc là, il faut guider l'investisseur. Il faut guider et être partie de son investissement, pas juste lui imposer des solutions, des chiffres et des moyens qui sont très, très coûteux. Donc, es-tu en train de dire que tu es revenu à ton métier de base initial au Liban? Tu enseignes aux gens ce que c'est que l'environnement à travers tes offres de services, à travers tes propositions et solutions de services. Tu n'as pas le choix, là. Tu es tout le temps continuellement en éducation. Toujours, là. Il faut éduquer un client. Ça n'a pas de bon sens. Éduquer dans le sens... C'est ça. Dans le sens scientifique, là.
Ouais, c'est éduquer, c'est... à force qu'on a jasé trop ensemble, là, c'est sûr que tu as quand même Un bon bagage. un bon bagage. Mais oui, en fait, plus que tu simplifies ça à ton client, plus qu'il va être plus, disons... Comprendre. il va comprendre, plus il va aller de l'avant dans son projet. Donc, Il va te faire confiance. il va faire confiance, mais aussi, disons, si un investisseur te dit, OK, il y a de la contamination, puis boum, tu arrêtes ici, là, probablement, tu vas breaker un deal. Oui. Mais là, si tu expliques à ton client, il y a de solutions, ça peut te coûter tellement de temps, tu peux aller négocier avec le vendeur, tu peux absorber ça dans tes coûts. Là, tu viens sauver un projet. Et ça, ben, en tant que leader d'entreprise comme toi, Enviro Expert, en tant que leader, tu transmets ça à travers tes employés parce que là, aujourd'hui, Enviro Expert, c'est plus un monopreneur comme tu étais quand je t'ai rencontré dans ton pick-up. Là, Mon Mitsubishi, ça, c'était quelque chose. Là. Exact. Mais en fait, c'est un peu ça. Aujourd'hui, tu disais, ben, en tant qu'entrepreneur, on évolue à travers notre entreprise. Au début, on vit des choses, mais en évoluant avec des employés, on apprend à vivre d'autres choses. Ouais. En fait, là, c'est une formation continue pour les employés. Là, c'est comme... il faut que tu transmettes... Là, il y a en fait deux types là, de connaisseurs. Là. Quand tu connais une matière, il y a des gens qui la gardent pour qu'ils flexent. Moi, je suis le connaisseur, je suis le meilleur. Et ça, c'est pas bon. Puis à l'autre, là, quand tu connais une information, il faut que tu transmets l'information. Que ça soit une information économique, une information scientifique, il faut que tu transmets l'information puisque c'est une compagnie, c'est toutes les, disons, les techniciens, les chercheurs, tout le personnel, ils forment une compagnie, pas le dirigeant. Pas le dirigeant. Ou l'ingénieur. Ou l'ingénieur, c'est exactement. Plus que tu transmets de l'information, plus que tu transmets des connaissances, plus que tu vas bâtir une équipe solide. Et plus que tu bâtisses une équipe solide, plus que la compagnie va loin. C'est fou, hein? Parce que, tu sais, moi, c'est sûr, dans l'enseignement aujourd'hui, avec mon programme Mentorat, d'ailleurs, si tu as besoin de suivre un programme pour faire des flips de terrain et ou construction de multilogements, tu viens à travers nos programmes. Et puis, dans mon programme, j'ai un beau module de 8 ou 10 leçons que je reprends toutes les leçons que M. Rabi me transmis, que je te retransmets, donc, à travers le programme, mais beaucoup plus complet qu'en jasant pendant 1 heure, c'est certain. Dis-moi donc, pourquoi que les gars d'environnement sont tellement contestés, puis que c'est tout le temps, on sait bien, sont organisés avec le gars des vues. Écoute, 9 phases 1 sur 10, j'ai besoin d'une phase 2. Tout ce qu'il veut, c'est m'arracher mon portefeuille. Ouais. Comment ça? C'est un univers auprès des investisseurs, une fausse croyance comme ça? En fait, là, comme il faut voir l'environnementaliste comme l'inspecteur, par exemple, ou comme ça fait partie de l'investissement. Et de l'investissement, parce que là, en fait, il faut passer au ministère, il faut passer... Donc, on n'a pas le choix que de passer par ces étapes. On protège l'environnement, puis aussi, on protège l'investissement. Donc, là, en fait, nous sommes... Il ne faut pas nous considérer comme les ennemis de la transaction, nous sommes les alliés de la transaction. Ben oui. Nous sommes les alliés de la transaction. Donc, on protège l'investissement. Imagine que quelqu'un bâtit un bâtiment sur une carrière ou un terrain contaminé. Là, il y a des gens maintenant qui souffrent depuis 20 ans avec cette décision qui était mal prise. Initialement, il y a 20 ans. Parce qu'ils n'ont pas fait des études. Puis ils ont construit sur un terrain contaminé. Puis là, boum, l'acheteur, le nouveau acheteur, il commande une phase 2, c'est contaminé. Et là, on a un cas présentement où la contamination va jusqu'à 12 mètres de profondeur. Wow! Puis sur un bâtiment résidentiel, il n'y a personne qui va l'acheter, ce bâtiment. Personne. Ben, là, si, en fait, au moins, ça va coûter 1,5 million de décontamination. Oui. Est-ce qu'il y a des subventions qui sont disponibles au Québec pour pallier à ces obstacles-là qu'on vit comme investisseurs? Il y a certains programmes qui sont disponibles. C'est tout dépendamment de la disponibilité de fonds avec, par exemple, la Ville de Montréal a certains
certains programmes de financement, oui, ou de subvention, oui. OK, cool. C'est quand même important de savoir ça, qu'on peut avoir accès à ça. Oui, on peut rien si on appelle à la ville ou à la municipalité, demander est-ce qu'il y a de subvention. Moi, j'ai un projet de contamination. Ou au ministère, parfois au ministère de l'Environnement, c'est une bonne idée. J'ai fait un projet dernièrement et la personne qui est en charge de la municipalité, le directeur de l'urbanisme, il m'a même mentionné « Hey Jean-François, là, tu vas faire tes tests de sol. Ouais. Si jamais tu tombes sur une contamination, on a un programme pour t'aider, t'accompagner justement pour que tu puisses décontaminer. » Donc, je t'invite, écoute, c'est vraiment important aujourd'hui, là, ce qu'on parle dans l'environnement, parce que c'est la base de toute transaction. Ouais. C'est le premier élément à valider, vérifier. Exact. Pour savoir si on peut faire un investissement intelligent. Ça, c'est le mot. Intelligent. Intelligent. Investissement intelligent. On peut faire un investissement, mais un investissement intelligent, c'est meilleur aussi. Oui, exact. Hey, je vais te faire rire un petit peu, Ouais. OK? Parce que là, moi, j'aime ça. Quand je forme mes mentorés, je leur fais toujours rire, mais on fait-tu des carottages de phase 2, Rabi? C'est ça qu'on fait, hein? Des carottages, hein? En fait, c'est ça. On fait des carottages, mais c'est des forages, oui. Ah oui, c'est ça. OK. Les carottes, c'est dans le jardin, là. Non, mais c'est important, hein, la gang, vous nous regardez en ce moment, là, puis tu sais, c'est important de dire le bon langage, puis tu sais, parce que quand tu parles à ton banquier, puis tu dis j'ai fait des carottages, c'est sûr que le banquier sait que t'es un nouveau, t'es un genou, là, tu connais rien. Mais si tu démontres déjà que tu utilises les bonnes terminologies, ben ça va t'aider. Donc, utilisez le mot forage, s'il vous plaît. Aidez-vous. Hey, Rabi, pourquoi c'est important de faire des tests géotechniques? Parle-moi moi, j'aime ça l'histoire quand tu me racontes l'histoire. On est au restaurant. L'histoire de deux gars qui se promènent sur la rue et qui voient un bâtiment qui est craqué. Là. Raconte-moi ça, genre. Ben oui, en fait. Ben oui, quand tu passes devant un bâtiment là, qui a des craques, c'est en fait la première personne qui est blâmée, c'est le géotechnicien. Quand il y a un beau bâtiment, là, c'est en fait la première question qui se pose. Waouh! C'est qui l'architecte qui a fait ça? Qui a fait ça? Mais quand il y a un problème, quand la brique, c'est qui le géotechnicien qui a fait ça? Donc, la première personne à blâmer, c'est le géotechnicien qui a fait les études de sol. En fait, une étude géotechnique, là, c'est un test de sol pour savoir la capacité portante des sols. Donc, c'est super important parce que on voit de plus en plus de gens sur Facebook, tu le vois, là. Il y a des gens qui flippent des terrains, mais ils fournissent pas l'étude de géotechnique. Mais c'est une très mauvaise idée. Ça va, parce que moi, si j'achète un terrain que tu veux me vendre, ben la première affaire, tu me présentes un projet de 6 étages, 4 étages, ben 6, 8 étages, peu importe. Ben moi, je vais faire une étude de géotechnique. Ah, mais non, on va faire ça en 30 jours, hein? Puis les courtiers immobiliers, là, tu m'as dit que tu formais les courtiers immobiliers. Je pense que tu devrais recommencer parce que les courtiers immobiliers, c'est encore écrit sur les terrains comme quoi qu'on peut closer en 30 jours. C'est impossible de faire un terrain. C'est en fait le temps de déplacer une équipe, de fixer une date, de déplacer une équipe, c'est minimum 2 semaines. Minimum. Oui, minimum 2 semaines. Parce que là, juste info excavation, ben, s'il n'y a rien, là, on reçoit la réponse tout de suite. Mais déjà, info excavation et aussi la télédétection, c'est une semaine. Une semaine. Puis déplacer l'équipe, c'est une autre semaine. Donc déjà, avant de déplacer l'équipe, tu as 2 semaines. Là, il faut avoir reçu ta soumission avant, une semaine. C'est une semaine. On est rendu à 3 semaines. 3 semaines. C'est ça, exactement. Donc là, c'est quelques jours pour la soumission, 1 semaine s'il y a des infras pour la télédétection, puis la compagnie aussi privée, parce que là, il faut que tu sois protégé avec les assurances s'il y a, disons, un incident, info-excavation et compagnie de télédétection privée. Donc ça prend 2 à 3 semaines entre la soumission et la mobilisation de l'équipe sur un terrain. Maintenant, on a l'analyse soit des sols pour la géocompaction ou soit l'analyse des sols chimiques pour valider pour l'environnement. Ouais. Donc là, on a un délai d'une autre semaine. Exactement. Donc là, en fait, il faut... Donc là, on est rendu à 4 semaines. 4 semaines. Minimum. 3 à 4 semaines minimum, oui. Et après ça, il faut écrire le rapport. Il faut écrire le rapport, mais disons, une compagnie peut, par exemple, émettre des conclusions préliminaires, exactement, avant de sortir un rapport qui va prendre encore une autre semaine, oui.
Donc, oui, il faut... les délais sont très serrés. Donc, puis nous, vraiment, là, on souffre avec les délais. Ouais. On souffre avec les délais parce que, en fait, les investisseurs sont pressés d'avoir le rapport. Mais aussi, nous, en fait, par exemple, l'année passée, on a livré 1058 dossiers. Ouf. Oui. Ah, on met ça, tout ça en 30 jours, hein? Tout ça en 30 jours, Go, exactement. go, go. Non, c'est... Par contre, là, on a respecté nos délais. Donc là, quand tu donnes un délai, il faut le respecter. Donc là, c'est selon le taux de satisfaction clientèle, on a un taux de satisfaction de 92%. Sur aussi les délais, là, ça fait partie, je pense, 2 sur 10 de la satisfaction clientèle, puis ça a été toujours respecté. Wow! Oui. Là, Enviro Expert à Laval, il y avait son bureau à Laval, en premier chez vous, dans le sous-sol. Après ça, sur la 117. Oui. Là, après ça, vous avez ouvert, vous avez déménagé dans le parc industriel sur la rue... c'est quoi le nom de la rue? Je m'en rappelle. Moi, je sais comment y aller, là, mais... Oui, Curé-Labelle. Curé-Labelle. Puis après ça, t'es allé sur... De Curé-Labelle, on a déménagé ici sur la rue Peugeot. On a acheté un bâtiment, là, où est-ce qu'on est maintenant, c'est le siège social. Puis entre-temps, vous avez acheté une entreprise à Québec. Donc, pour l'expansion. Oui, on a en fait notre siège social à Laval. On a un bureau à Boucherville. Puis un bureau à Sainte-Agathe. Et un point de vente à Sainte-Agathe. Un point de vente à Gatineau. Gatineau, OK. À Boucherville, ça, c'est un bureau là. C'est un bureau avec des employés. Puis un succursale aussi à Québec. À Québec. On a, en fait, c'est par acquisition. Donc, ça s'est fait en combien d'années? Depuis 2012 jusqu'au 12 ans. 12 ans, quand même. Oui. Donc, quand on veut, on peut. Exactement, là, c'est quand on veut, on peut, exact. Et aussi, il y a une méthode, il y a une recette. Ah! Oui. Une recette. Oui, c'est pas une recette magique, mais il y a une recette. OK. Parce qu'il y a dans le développement d'une compagnie, il y a 3 phases principales. Il y a le start-up, le démarrage, puis il y a la propulsion, puis il y a l'expansion. OK. Donc là, si à chaque étape, tu respectes quelques règles pour passer à la prochaine étape, tu manques pas ton coup. Tu manques pas ton coup. Là, en ce moment, tu es en propulsion ou en expansion? En expansion. En expansion. En expansion. Et de là est venue l'idée de dire, hey, moi, Dr. Rabi Saad, ancien fonctionnaire. Oui, c'est ça. J'ouvre une succursale à Dubaï. C'était en 2022, exactement. C'était en 2022. Là, je voulais quand même... moi, toujours, je suis propulsé par les défis. Ouais. Mais je pense, comme tout entrepreneur. Ouais. S'il n'y a pas de défi, un entrepreneur, il n'avance pas. Donc, là, OK, j'ai dit, OK, on va découvrir un nouveau marché. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, c'est ça, 2022, j'ai décidé d'aller à l'international. À Dubaï. On a commencé à Dubaï, puis là, maintenant, on est à Riyad. Oh, à 2 places. Ouais, à 2 places. Toutefois, il y a aussi, comme pour les différentes étapes du développement d'une compagnie, il y a des étapes pour le développement international. On ne peut pas choisir d'aller à l'international et ça y est, le lendemain, je vais aller à l'international. J'ouvre des bureaux, puis je commence le travail. Il y a des étapes à faire. Et il y a des bons... ça te prend le bon réseau aussi. Ça prend le bon réseau. Ça prend aussi une bonne étude de marché. Oui. Ça prend aussi des bonnes personnes. Clés, des personnes clés. Parce que tu n'es pas tout le temps là-bas. Tu n'es pas tout le temps là-bas, exactement. Puis aussi, disons, si tu envoies, par exemple, il faut choisir toujours un pays où la culture n'est pas très différente. De la tienne. De la tienne, c'est ça. Donc là, si tu vas vers... moi, c'est mon conseil, c'est de commencer dans les pays où il y a une culture qui est presque semblable, qui est très proche. Oui, qui est très proche, exactement. Commencer parce que là, ça va te prendre quand même presque une année à comprendre la culture de l'autre pays avant de commencer à faire $1. C'est ça, exactement. Tandis que si tu commences dans un pays où tu comprends, tu ne vas pas comprendre à 100%, mais quand même, tu as une idée de la culture, de la mentalité des gens,
ça va t'aider à propulser dans ce pays. Donc, pour commencer à l'international, il faut quand même, il faut plusieurs étapes à franchir. Ça prend un bon track record Oui, pour arriver à vendre son expertise. Exactement, puis à comprendre les gens et à percer le marché. Là. Ça prend quand même une certaine recette. Percer le marché, ça prend de la persévérance. Ça prend de la persévérance, mais aussi, en fait, oui, la persévérance, c'est très important, la persévérance, mais persévérer intelligemment. Ouais. Tu aimais ça tantôt, le mot intelligent, hein? Persévérer parce que ouais. intelligemment, c'est si, disons, on voit par exemple, si on voit, disons, on prend un chemin, puis si on, par exemple, on persévère, et si on voit que ce chemin n'aboutit pas, il faut pas continuer dans ce chemin. Ça donne rien. Ça donne rien. Il faut reculer. De recul. C'est exact. Tu recules un peu en arrière, tu observes qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et là, probablement, tu vas choisir un autre chemin plus proche où il y a moins de difficultés. Donc, très important la persévérance, mais aussi persévérer puis analyser en même temps. Tu sais, le réseau de contacts, on en a parlé, puis tantôt, c'était drôle, juste avant toi, on avait Karel Gendron, courtier immobilier, qui fait Canado-Dubaï. Ouais. Elle a fait une cohorte là, dernièrement, et puis elle a amené des investisseurs là-bas, ils ont fait des contrats. Elle a pu finir, elle m'expliquait avec l'association canadienne Dubaï, là, Ouais. ça les a beaucoup aidés à se faire propulser là-bas. Ouais. Toi, en allant là-bas en tant que Canadien, est-ce que les Canadiens sont bien reçus comme entrepreneurs là-bas, bien perçus? Les Canadiens sont bien reçus partout dans le monde. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça l'aide, ça, hein? Ça l'aide, exactement. Là, nous sommes... j'espère qu'on va continuer comme ça. Nous sommes reconnus comme un pays pacifique. Oui, c'est vrai. Neutre. Neutre, exactement. Ouvert puis aux on échanges, s'en mêle pas. on prend tout le monde. Exactement, on aime tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on aime tout le monde. C'est ça, exactement. Donc là, il faut qu'on continue à être comme ça. Donc là, oui, en Arabie Saoudite, là, quand tu viens du Canada, ça aide. C'est un pays qui a quand même une certaine image de marque. Ouais. C'est très important, là, un pays avec une image de marque. Le business, là, c'est sûr qu'il y a d'autres pays qui sont plus forts en business. Tandis que le Canada est connu par sa fiabilité, les gens qui sont fiables. Wow. C'est ça, exactement. Si, par exemple, tu compares aux États-Unis, aux Angleterre, moi, je parle de mon expérience. Je pense qu'ils sont plus anciens, ils sont plus forts, ils sont plus présents dans ces pays-là. Mm. En tant que Canadiens, nous sommes connus là-bas. Toutefois, il nous manque encore de présence. Il nous manque du travail. Il nous manque du travail pour qu'on soit plus présent. Le professeur, là, dans ses rêves là, les plus profonds, là, il finissait l'enseignement de sa classe, il était au Liban, là, il enseignait, là, puis là, il pensait au Québec, il était en train de partir ses démarches pour s'en venir au Québec. Y aurais-tu pensé qu'un jour, ce même professeur-là aurait une succursale à Dubaï? Non. Non, mais même j'avais pas aussi... on a des rêves, on a des rêves, c'est ça, mais en fait, ça c'est... Avoir un rêve, c'est une chose, mais travailler pour atteindre ce rêve, c'est une autre chose. C'est-à-dire, c'est des étapes. Donc là, moi, dans mes rêves, c'était pas, par exemple, c'était d'avoir une compagnie avec une vingtaine d'employés, puis avoir 2 millions de chiffre d'affaires, c'était ça mon objectif. Mais plus que tu travailles, plus tu es excité, plus qu'il y a des défis, plus que tu montes l'échelle, plus que tu accomplis. Donc là, sky is the limit. Mm-hmm. Il n'y a pas de limite. Tu atteins un niveau, puis quand tu atteins un niveau, tu trouves que ce niveau est un peu
Tu t'ennuies. Tu t'ennuies. T'es dans ta zone de C'est ça. confort. Tu es dans ta zone de confort. Tu dis, OK, Qu'est-ce que je peux faire pour aller à l'autre Exact, à l'autre étape. Parce que comme entrepreneur, là, je pense que tous les entrepreneurs sont comme ça. Là, on est propulsé par les défis. Là. Ah ouais. Par les défis. S'il n'y a pas de défis, on s'ennuie facilement. On s'ennuie facilement. Et là, tu sais ça. Tu atteins un niveau, là, tu dis, OK, j'ai atteint ce niveau, donc je vais aller chercher un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau. Donc, oui, tu atteins, je ne sais pas si je peux l'appeler un rêve, parce qu'il n'y a pas de limite, là. Tu travailles, tu accomplis, mais tu ne sais pas où est-ce que Tu vas arrêter. tu vas arrêter. C'est complètement fou parce que, tu sais, l'objectif, tu sais, comme tu te fixes des objectifs, tu avances, tu as une certaine vision, tu l'atteins plus rapidement que tu pensais. Ouais. Mais là, à un moment donné, bon, ça tourne en rond. On se propulse. L'idée d'aller à Dubaï, en Arabie Saoudite, c'était, en fait, je voulais un défi grandiose. Je voulais quand même découvrir d'autres pays, découvrir d'autres marchés. Donc, c'était le défi. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est vrai que, comme je t'ai dit, c'est changer de pays. Je donne un exemple. Là. Une équipe de hockey, niveau national, puis une équipe de hockey, niveau international. La performance, c'est pas les mêmes. Donc, quand tu vas aller à l'international, il faut choisir les meilleurs joueurs de toutes les équipes. Tu formes une équipe nationale avec puis on s'en va en haut. On s'en va à l'international. Donc là, avant d'aller à l'international, il faut former cette équipe-là. Oui, c'est vrai. Il faut former cette équipe-là. Ouais. Mindset, ça prend-tu un mindset de feu pour te rendre où est-ce que tu es rendu? Toujours. En feu. En feu, là, il faut... je ne sais pas, est-ce que le mindset, on le développe ou ça vient en nous? C'est dur à dire, hein? C'est dur à dire. Donc là, c'est... je pense on vient avec un mindset. Un feu, mais on le développe. On le développe, oui. Je lève ma main, professeur. Oui. Je suis d'accord avec toi. En fait, le mindset, pour moi aussi, c'est quelque chose qui se développe. Oui. Au début, c'est pas inné. Puis, en fait, à force de te rendre à une certaine étape, tu bombes le torse, puis tu as confiance en toi. Oui. Et puis, tu te mets à lire. Oui. Puis, tu te mets à fréquenter des gens de même classe. Oui. Où est-ce que tu es rendu. C'est très important. Et puis là, tu avances à un autre. Oui. Là, tu vois, tu t'inspires des autres. Oui. Tu te dis, hey, je vais aller là. Oui. Puis, tu sais, c'est un peu l'objectif aujourd'hui, c'est inspirer les autres. Oui. Parce que tu es arrivé ici avec moi, je dis tout le temps la même expression. T'es pas le premier immigrant qui vient, puis j'ai eu un Marocain qui est venu, puis tu sais, vous arrivez ici avec 2 sacs à vidange. Moi, j'appelle ça de même. Je sais pas si c'est ton cas, mais peu importe. Tu arrives ici avec rien, puis regardez ce que vous avez bâti. Puis je dis souvent à mes mentorés, puis moi, ça vient d'un de mes mentors, il me dit, au Canada, c'est probablement le seul pays au monde où ce que tu peux faire fortune comme tu le veux le plus rapidement possible parce que tout est plus accessible qu'aux États-Unis. C'est fort ce qu'il m'avait dit mon mentor. C'est plus facile ici, c'est plus facile de faire de l'argent au Canada qu'aux États-Unis. Si je compare, par exemple, là, parce que je rencontre beaucoup d'hommes d'affaires à l'international, le Canada, il se situe au milieu. OK. Au milieu, là. Il y a quand même des pays, par exemple, comme en Afrique. En Afrique, là, c'est... il y a quand même il y a des gens qui ont fait une fortune. Ce qui est bien au Canada, c'est que c'est un pays stable. Ah, la stabilité. La stabilité, c'est que tu peux, disons, avoir des proformas là, pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Et à respecter aussi. On touche le bois. Donc... Ouais, on a plein ici, mes chers. C'est ça. C'est la stabilité, c'est le critère le plus important dans tes comment on appelle ça, tes forecasts. Tes forecasts et ton plan là. Non, ton plan d'action. Exactement, c'est ça. Hey, monsieur Rabi, si je vous dis, je vais vous donner, parce qu'on fait affaire, nous, les 7 piliers. OK? Oui. Dites-moi, là, si entre l'immobilier, l'entreprise d'opération, les arts, hein, les arts, c'est important, les peintures, le monde, on peut accumuler des richesses avec ça. Les métaux, hein, les métaux. Oui. Les investissements boursiers, crypto, exemple. Oui. Investissements de placement. Les revenus d'affiliation ou de référencement.
Oui. Lequel de ces 7 éléments-là, à part l'entreprise d'opération que tu n'as pas le droit de nommer, quel autre, Je vais commencer avec la compagnie d'opération. Oui. Ah, c'est ça. quel autre investissement que tu embarques dans les 7 clés aussi? Est-ce que tu es un gars d'immobilier aussi? Moi, je dirais, disons, les compagnies d'opération et l'immobilier doivent aller ensemble. OK. Euh, c'est sûr que moi, parce que là, je suis en opération, donc j'ai des compagnies opérantes, mais moi, j'investis aussi en immobilier. Tu Puis, fais-tu des phases dans tes bâtiments? non, c'est pas nécessaire. Malade! C'est ça. Donc là, en fait, moi, je recommande, je le fais pour moi, là, d'aller en immobilier. Ça, c'est en fait, ça a été depuis toujours, là, si tu veux, disons, si tu veux faire de l'argent, achète des briques. Ouais. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Toutefois, je pense, tu peux me corriger, là, en immobilier, on peut faire de l'argent à court terme, à moyen terme et à long terme. Moi, en tant que je travaille en opération, mon argent dans l'immobilier, c'est à moyen et long terme. Exactement. Le leverage. C'est ça. Mais je pense aussi l'immobilier, tu peux faire de l'argent à court terme. En faisant des flips, exemple. En faisant des flips, en développant un terrain. Je pense en 2 ans, tu peux développer. Oui, c'est absolument. ça. Donc, et l'argent en immobilier, c'est un grand argent. Ouais. C'est pas petit, c'est pas des petits montants, c'est des grands montants. Donc, si vous avez une compagnie opérante, développez les compagnies opérantes, mais allez en immobilier. Aussi. Allez en immobilier aussi parce que je pense en moyenne, dans 7 ans, ça double. Ça va très rapidement. Ça va très rapidement. Imagine, tu achètes, par exemple, un bâtiment à 1 million. Après 5-7 ans ou 8 ans, il est à 2 millions. C'est fou. Et là, c'est juste, tu as besoin d'un gestionnaire. Exact. D'un Écoute, gestionnaire, c'est vraiment ça parce que, tu sais, il y a les valeurs naturelles qui se montent. T'sais. Exact. On a acheté un terrain il y a à peine 2 ans, puis 1 an et demi. En 1 an et demi, il a pris 750 000 de valeur taxable, là, pas valeur de marché, là, juste au niveau du taxable. Là, c'est fou. Là, ouais. Monsieur Rabi, ça a été. Je t'avais dit que ça passerait vite, hein? Ouais, ça fait. Ah non, c'est 55 minutes. C'est vrai? Oh! Je l'ai caché. Je viens de commencer. Écoute, en finissant, la question finale, c'est quoi ton prochain jamais je n'aurais pensé? Qu'est-ce qui s'en vient pour Dr. Rabi Saad, Enviro-Expert? Jamais je n'aurais pensé que dans la prochaine année... Devenir politicien. T'aimerais-tu ça? Parce qu'une fois, on avait rencontré un, hein? Non, ça, c'est probablement à la retraite. À la retraite. OK, c'est quand la retraite, ça? Je me demande. Ma femme, elle se pose vraiment la question pour moi, là. Oui. On doit se poser la même question pour toi, hein? La retraite, c'est un drôle de mot. En fait, il faut essayer. Par exemple, il faut s'essayer. Ouais. Tu arrêtes à 64 ans. Si tu vois que ta vie est vide, tu dois continuer à travailler. Ouais, absolument. Tu dois continuer à travailler. Parce que moi, quand je prends, disons, mes vacances, 1-2 semaines, là, je trouve ça lent. C'est plus lent. C'est plus lent, exactement, c'est plus lent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de retraite. Tu peux continuer à travailler, mais à temps partiel. Exact. Pour que tu aies quelque chose d'intéressant. Ouais, mais écoute, moi, j'ai un de mes mentors qui a 82 ans. Oui. Puis je le rencontre. Il fait encore 20-30 heures semaine régulièrement. Moi, je dirais que je vais continuer à faire ça, là, à ma retraite. Dr. Rabi Saad, merci beaucoup de ton passage à l'émission Podcast Richesse et Liberté. Merci à toi, Jeff. Tu es un bon ami, puis aussi un mentor. Ouais. Que, quand même, j'ai appris beaucoup de toi. C'est malade, hein? Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Créateur de richesse, écoute, je t'invite justement à cliquer sur la cloche juste en haut afin que tu puisses savoir avoir une notification sur nos prochaines émissions, nos prochains invités qui sont tout aussi inspirants. Et celle-ci t'a inspiré
un message provenant d'un autre pays et maintenant à l'international. Donc, c'est tout entre tes mains que tu peux faire aujourd'hui. C'est une question de volonté, c'est une question de connaissance, de réseau. Jamais arrêter d'apprendre et de croire en qui? En toi. Donc, je te remercie d'avoir été présent aujourd'hui à ce podcast Richesse et Liberté. Écris tes commentaires en bas. Monsieur Rabi va regarder tes commentaires aussi également. Il va y répondre. Je te remercie beaucoup. On se voit à la prochaine émission. Ciao, ciao!